Bonjour et bienvenue sur Homo Ludens, le podcast qui libère le potentiel du jeu. Dans chaque épisode, un acteur du monde du jeu témoigne des bénéfices du jeu dans son domaine d'activité. Aujourd'hui, j'accueille Aurélien Lefrançois. La passion d'Aurélien est de créer des jeux et il a à cœur de la transmettre au plus grand nombre. Pour ce faire, il anime des ateliers de création de jeux de société et a également développé les Mécanic Art, un jeu de cartes qui permet de jouer à créer des jeux. Bonne écoute. Bonjour Aurélien Lefrançois, bienvenue sur Homo Ludens. Est-ce que je peux te laisser te présenter ? Oui, tout à fait. Donc effectivement, je m'appelle Aurélien Lefrançois. Je suis créateur de jeux, de formation et de métier. Donc j'ai eu la chance de faire une formation, un master de création de jeux plutôt orienté jeux vidéo il y a pas mal d'années, l'Engmin à Angoulême, sorti en 2013. Et entre-temps, enfin après l'Engmin, j'ai fait un petit peu de création de jeux vidéo. J'ai bossé dans un studio, puis il y a 4 ans, j'ai co-créé une société qui s'appelle Prismatic et qui a pour objectif d'animer des ateliers de création de jeux de société, entre autres, de transmettre la passion du jeu, de faire en sorte de sensibiliser les gens à ce que c'est que le jeu. Et voilà, on fait aussi de la création sur mesure, on fait plein de choses. Et moi, dans cette entreprise, je vais être créateur de jeux, mais aussi gérant. Et voilà, je vais avoir plein d'autres casquettes dont on va pouvoir parler en fonction des sujets. D'accord. Alors, d'où te vient cet intérêt pour le jeu ? Ça te vient de loin, depuis tes études ou avant ? Alors l'intérêt pour le jeu, ça vient de bien avant puisque moi je suis joueur avant tout depuis très longtemps, alors ça va être un petit peu cliché, mais c'est très vrai depuis que j'ai des souvenirs. Voilà, j'ai vraiment plein de souvenirs de moi, tout petit en train de jouer, alors à l'époque c'était sur des jeux qui étaient sur MS-DOS, voilà, avec ma mère, coucou maman, qui me montrait un certain nombre de jeux. J'ai eu une grosse révélation aussi quand j'avais 5 ans en découvrant Sonic 2 en fait sur Mega Drive, qui est resté un de mes jeux préférés pendant extrêmement longtemps. J'ai un lien affectif. Voilà, l'aspect jeu, c'est vraiment quelque chose que j'ai depuis très longtemps. Et l'aspect création de jeux, quand j'étais jeune aussi, je griffonnais des niveaux de jeu sur papier. Alors c'était un peu déconstruit, hein, quand on évidemment, hein, j'avais 7-8 ans. Et puis, j'ai pu toucher à de la création de jeux vidéo avec des logiciels de création. À l'époque, il y avait le logiciel Click and Play qui, derrière a donné, The Game Factory qui a donné Multimedia Fusion, bien après, qui permet de créer des jeux, des petits jeux assez facilement, d'aller assez loin d'ailleurs, au final. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose d'ancré dans ma jeunesse. Et j'ai décidé de me réorienter et de finir mes formations pour aller vers le jeu, parce que je me suis rendu compte que j'avais un vrai intérêt, une vraie passion et que c'était effectivement possible de travailler dans le métier. Et bon, ça a été une sorte de révélation. Alors, tu nous as dit que tu étais créateur de jeux de société, on parle aussi de game designer. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le game design ? Alors, le game design, c'est finalement c'est l'action de créer, de concevoir des jeux. De manière plus générale, le game design, pour moi, c'est la création d'expériences de jeu. Game design, pour moi, c'est un terme qui est plus riche que concepteur de jeu, puisqu'il y a la notion sous-jacente de design. Et le design, c'est vraiment penser à la création d'un objet et à sa réalisation, orienté pour un utilisateur ou une utilisatrice. Donc vraiment, on va avoir la personne en bout de chaîne qui va être vraiment incluse dans le processus de création. Et le game design, c'est vraiment la création d'une expérience de jeu pour certains utilisateurs et utilisatrices. Et c'est le déploiement des différentes méthodologies pour créer cette expérience et pour faire en sorte qu'elle soit cohérente et raccord. Donc ça peut être de manière assez classique la création de règles de jeu. On peut aussi être game designer sur des jeux qu'on appelle plutôt playful, donc des jouets avec un T à la fin, jouets. Quand on crée un jouet, on va aussi potentiellement créer un outil qui va procurer une expérience. Euh, Ça, c'est à prendre en compte aussi. Donc voilà, game design, c'est la création des règles du jeu, de tout le contexte, de l'usage, de, de ce que le jeu va transmettre et communiquer, et l'expérience que ça va pouvoir donner aux joueurs et à la joueuse.
Alors, tu nous as dit que tu souhaitais transmettre ta passion pour la création de jeux de société, notamment grâce à des initiations à la création de jeux. Et comment ça t'est venu cette idée d'animer des ateliers de création de jeux de société? Alors initialement, la genèse, c'est que, après avoir travaillé un peu dans un studio de création de jeux vidéo, c'est parti d'une envie de voyager. Alors j'avais envie de voyager un petit peu, voir d'autres choses, et j'avais pas envie de voyager juste pour voyager, c'est-à-dire, balader en sac à dos, et découvrir des choses. J'avais aussi envie de partager, de transmettre, d'échanger. Et l'idée, c'est que, bah, comme une de mes passions principales et une de mes activités quand même principales, c'est le jeu, je me suis dit: «Bah, j'ai envie de transmettre quelque chose autour du jeu». Et au fur et à mesure de mes réflexions, ce qui en est ressorti, c'est que, ce que je pouvais faire, c'était transmettre la passion de la création de jeux. Donc pas uniquement jouer avec, des gens lors du voyage, mais aussi dire, bah, pourquoi pas, essayer d'échanger sur ce que c'est que la création de jeux et peut-être initier des gens. Et alors pourquoi le jeu de société? Parce qu'initialement, donc dans mon école, on faisait plutôt du jeu vidéo. Donc déjà parce que j'ai eu la chance d'avoir des cours de création de jeux de société dans mon master, donc qui a été animé à l'époque par Antoine Boza, donc le créateur de Sun Wonder, Zanabi et des myriades d'autres jeux. Ça m'avait bien inspiré et je me suis dit: «Bah, en fait, si je veux transmettre la création de jeux en voyage, je vais avoir des contraintes logistiques et je vais pas pouvoir facilement faire ça pour de la création de jeux vidéo. Il faudrait que je me trimballe avec, une dizaine d'ordinateurs», enfin c'était délirant. Mmh. Et donc au final, ça s'est orienté autour de, il y a une convergence sur pourquoi pas faire des ateliers de création de jeux de société pour transmettre la création de jeux de société lors de mon voyage, avec, un matériel minimal que je pouvais transporter facilement dans mon sac à dos en l'occurrence. Et quels sont les objectifs que tu cherches à atteindre lors de l'animation d'un tel atelier? Alors moi, j'ai avant tout envie que les gens puissent, être sensibilisés à ce que c'est que le game design et puissent comprendre un peu ce qui se cache derrière la création d'un jeu, par la théorie et par la pratique. C'est-à-dire que mon rôle, c'est pas de faire en sorte que les gens qui participent à un atelier deviennent, après un atelier de 3 heures des game designers avertis puisque c'est voilà, c'est un métier, c'est une discipline. Mais par contre, qu'ils puissent se rendre compte que c'est possible, c'est accessible, c'est sympa aussi, c'est quand même assez chouette d'aller créer des jeux. Hem, qu'il y a à de comprendre un petit peu les bases, comprendre quelques grands principes. C'est un peu comme un atelier de cuisine, hein, quand on va aller, suivre un atelier, avec un chef quelconque qui va nous présenter comment faire un super plat, un risotto, en 2 heures, on va faire cet atelier. On va s'initier à des grands principes, des grandes pratiques qu'on va pouvoir mettre en pratique, concrètement. On va ressortir enrichi et plus au fait de certaines choses, mais on va se rendre compte aussi que c'est quelque chose d'assez large et qui a besoin de pas mal de pratiques pour pouvoir s'améliorer. Mais au moins on est armé, on a les clés en main pour se dire: «OK, qu'est-ce qui se cache derrière ça et comment est-ce que je peux faire pour progresser, si j'ai le souhait, le désir, le temps et les ressources, bien évidemment. Alors, OK, et on a besoin de quoi comme compétences pour créer un jeu de société? Alors, ça c'est une vaste question. Moi, j'ai identifié quelques éléments qui sont, la la, la compétence numéro un du game designer, que ça soit pour du jeu de société, du jeu vidéo, pour moi et c'est quelque chose, que j'ai pu retrouver dans un certain nombre de ressources, en ligne diverses et variées. Pour moi, c'est vraiment la communication. C'est-à-dire qu'en fait, un des éléments clés quand on va créer un jeu, c'est comme je le disais tout à l'heure, on va le créer pour des joueurs, pour des joueuses. Et donc, on va avoir quelqu'un en bout de chaîne qui va recevoir le jeu et qui va jouer avec, qui va l'utiliser, qui va avoir un usage. Et finalement, cette personne va être prévalente sur nous, notre travail de conception, puisque c'est l'utilisateur, l'utilisatrice finale, hein. Et donc, le fait d'écouter ses retours, de pouvoir se remettre en question par rapport à notre création, le fait de pouvoir transmettre, ce qu'on a voulu faire d'une manière la plus claire possible, pour moi, c'est une compétence qui est assez fondamentale. Comment faire pour qu'on soit compris et comment faire pour comprendre ce qu'on va nous renvoyer quand le jeu va être utilisé. Donc il y a cette notion d'écoute, de remise en question, de communication. Tout ça, c'est des compétences, qui sont très utiles. D'accord. Alors tu nous en as déjà un petit peu parlé. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut apprendre lorsqu'on se lance dans la création d'un jeu?
Hem, quelques grands principes, hein, justement de game design, notamment le fait que, l'élément clé, en fait, d'un atelier, c'est que le test, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que, souvent, on va avoir une idée de jeu, on va avoir des grandes visions du jeu. On va se dire: «Bon, je veux un jeu qui parle de ça, dans lequel je vais avoir tel matériel, pourquoi pas on va faire avancer des pions», des choses comme ça, donc avoir des briques. Et l'idée, c'est vraiment qu'au bout d'un moment, assez vite, si possible, il va falloir les mettre en application pour pouvoir les tester et avoir des retours. Et le fait de tester un jeu, ça va donner énormément de feedback qui sont beaucoup plus importants et prioritaires par rapport à une réflexion cognitive intense qu'on va pouvoir avoir. Donc pour moi, un des apprentissages, qu'on a, c'est une idée, c'est bien, mais ça vaut pas grand-chose tant qu'on n'a pas procédé à l'exécution de l'idée, et que parfois certaines idées qui sont très bonnes sur le papier, une fois exécutées, vont pas être forcément très intéressantes, et au contraire, certaines idées qui paraissent très simples peuvent en fait procurer une expérience de jeu très intéressante lorsqu'elles sont exécutées. Donc voilà, on peut apprendre que le test, c'est vraiment très important, que la mise en application et le différentiel entre l'idée et l'exécution sont des choses qui sont, très présentes dans la création d'un jeu. Et après tout ce qu'on peut apprendre, finalement, c'est, tout ce qu'on peut pouvoir, mettre en action quand on va créer un jeu. Donc par exemple, prendre un exemple tout bête, hein, mais le jeu, c'est un un jeu de société, ça va avoir des illustrations, ça va avoir un travail graphique. Donc pourquoi pas se dire, je vais pouvoir me perfectionner en graphisme par la création d'un jeu, et se dire: «Je vais mettre en application des éléments de graphisme pour me perfectionner, dans mon jeu de société». Des choses comme ça, ça fait partie des compétences qu'on utilise pour créer un jeu, et donc qu'on peut apprendre lorsqu'on va, se lancer dans la création d'un jeu en fonction des étapes. Et quel est ton public lors de ces ateliers de création de jeux de société? Alors je vais avoir des publics assez divers. Un public principal avec lequel j'ai pu beaucoup travailler ces dernières années, c'est, les enfants. Plutôt à partir de 10 ans, éventuellement 8 ans, mais voilà, plutôt ce genre d'âge-là. Parce qu'on va pas du tout appréhender la création de jeux de la même manière pour des enfants, de 6 ans, 7 ans. On est dans quelque chose d'assez différent en termes de public, justement. Mais alors j'ai souvent ciblé des enfants, dans des médiathèques. J'ai beaucoup bossé avec des médiathèques dans lequel, l'atelier, c'était quelque chose de libre. C'est-à-dire que les enfants venaient et ils avaient la possibilité de faire l'atelier, mais c'était pas dans un cadre scolaire. Je l'ai fait aussi dans des cadres scolaires, mais forcément ça implique des choses qui sont assez différentes, puisque cadre scolaire égale contrainte, alors que médiathèque égale, libre arbitre. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça permet aux enfants justement de pouvoir être dans l'exécution d'idées. Les enfants, généralement, vont avoir beaucoup une imagination débordante, plein d'idées. Ils vont penser: «Ah, dans le jeu, il faudrait qu'il y ait ça, il faudrait qu'on puisse faire ça. Ah, tiens, il y aura ça». Donc vont aller dessiner des choses assez rapidement, notamment. Et puis au final, quand il s'agit de dire: «Ouais, c'est quoi l'usage, quoi? Comment est-ce qu'on joue?» C'est même sans parler de règles, hein, c'est comment on joue, qu'est-ce qu'on fait avec le jeu? Et là, c'est vrai que pour rentrer dans le concret et dans l'exécution, ça va être un travail à part entière, ça va être assez difficile. Parce que un fonctionnement d'enfant est pas forcément le même qu'un fonctionnement d'adulte sur un certain nombre de choses. Et donc ça, c'est un type de public. Après, je vais travailler aussi avec des curieux, des curieuses, des gens qui vont vouloir s'initier au game design, qui se disent: «Bon, j'ai une idée de jeu, mais je sais pas comment la concrétiser», ou juste qui ont envie d'en savoir plus parce que le jeu, c'est leur passion, et ils se disent: pourquoi pas, essayer de voir un peu comment on fait pour en créer un, voir un peu les coulisses». J'ai des publics entreprises aussi, où ça, c'est un peu particulier, mais la création d'un jeu de société, c'est vraiment une logique on va avoir une idéation initiale. C'est quoi les grandes idées, les grands éléments pour, avoir une expérience cohérente pour notre utilisateur? Suite à cette idéation, on va être dans de la réalisation concrète, du test et des itérations. Les itérations, c'est on teste, on note ce qui va pas, on change, on fait un nouveau test, et cetera. On fait des boucles, en fait.
Et donc ça, c'est une bonne illustration de certaines techniques de création en entreprise, comme le design thinking ou des choses comme ça. Donc l'atelier peut se porter aussi pour ce genre de choses, mais de manière plus illustrative que pour la découverte du game design en tant qu'objet à part entière. Alors, tu nous as parlé de base en game design que tu transmets au début de tes ateliers. Est-ce que ça fait du coup, enfin, est-ce qu'il y a d'autres connaissances de base que l'on doit avoir pour se lancer dans la création d'un jeu? Euh, Bah, c'est finalement un peu la même logique que la question des compétences au final sur les connaissances vraiment hard skills. Euh, il y a une vidéo assez chouette sur internet d'une chaîne qui s'appelle Extra Credits, donc qui est une chaîne justement de vulgarisation de grands concepts de game design, petite vidéo de 8-10 minutes. Une de leurs vidéos, c'est justement quelles sont les compétences nécessaires pour être game designer. Et leur réponse, alors je spoil un peu, hein, mais ils le disent assez vite dans la vidéo, donc ça va. Leur conclusion, c'est que toutes les compétences sont utiles, puisque toutes les compétences qu'on va avoir dans notre vie quotidienne vont pouvoir nous servir pour la création d'une expérience suite à ces compétences. Donc, par exemple, si on est un très bon historien, bah, typiquement, si on veut créer un jeu qui va parler d'histoire, c'est hyper important pour l'expérience et pour la viabilité de la chose de pouvoir avoir ces compétences dans la transmission d'un jeu. Quand on va aller créer un jeu de divertissement, je sais pas, dans le milieu de l'espace, d'espèce opéra, voilà, on se dit on va créer un jeu avec des vaisseaux spatials dans l'espace qui font piou-piou, etc., en jeu de société. Bah, mine de rien, connaître les codes du space opéra, c'est vachement intéressant et vachement important. Donc toutes les compétences, tout le savoir qu'on va avoir dans notre vie quotidienne peut servir pour la création d'une expérience qui soit intéressante et cohérente. Ça, c'est la réponse un peu passe-partout. Ouais, il y a d'autres compétences intéressantes. La psychologie, c'est intéressant parce que du coup, ça permet de savoir comment est-ce que le joueur va se comporter. Des compétences en graphisme, c'est intéressant parce que ça permet justement de faire des illustrations intéressantes et de la mise en page. Euh, toutes les connaissances peuvent être utiles d'une manière ou d'une autre. Après, quand on vient, par exemple, dans un de mes ateliers, il y a très peu de connaissances prérequises de base nécessaires. Quand je dis très peu, sauf adaptation en amont, j'ai juste besoin de connaissances type lecture, écriture, voilà, des connaissances qu'on dit scolaires. Des compétences manuelles aussi, type utilisation de ciseaux, des choses comme ça. Voilà, ça c'est des notions d'accessibilité où tout peut être adapté en fonction des besoins sans aucun souci. Mais en dehors de ces compétences vraiment de base, pour un atelier, il n'y a pas besoin d'autre chose. On va vraiment s'appuyer sur ce qu'on connaît et ce qu'on n'a pas, on va le développer. C'est aussi une partie du travail de designer, c'est de se dire bon bah là, je veux faire un jeu sur un sujet que je connais pas, bah, je vais me renseigner sur le sujet et donc à la limite la compétence c'est d'être autonome sur de la recherche d'informations et de pouvoir réussir à apprendre des choses. Alors, tu as beaucoup insisté sur les tests. Quelles sont les autres principales étapes lors de la création d'un jeu? Alors, ça dépend vraiment beaucoup de ce qu'on veut faire du jeu. C'est-à-dire que dans tous les cas, une des premières étapes justement, c'est peut-être se dire qu'est-ce qu'on veut en faire de ce jeu. Est-ce qu'on a envie d'être sur un jeu qui est plutôt un jeu de divertissement, qui va être grand public, qui a pour vocation d'être édité dans un milieu commercial? Est-ce que c'est un jeu qui va transmettre des messages en particulier, qui va être utilisé dans un cadre de formation? Voilà, donc je pense notamment à Jérôme Boquet que tu as pu déjà inviter, qui utilise beaucoup le jeu dans des dispositifs de formation où on est sur des usages qui sont très différents d'un jeu commercialement édité. Donc vraiment, c'est essayer de précadrer un peu cette notion de OK, je vais faire un jeu, OK, mais pour qui, pourquoi? Tracer un peu les grandes lignes du projet quelque part, se dire vers où je vais. Ça, c'est la première étape. Il y a certaines personnes qui vont pas avoir cette première étape et qui vont tout de suite partir dans de la créativité en disant j'ai envie de faire un truc, donc je vais expérimenter des choses. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est notamment le processus de Roberto Fraga, qui est connu pour avoir des jeux qui pour beaucoup sont tous un peu fous, comme la danse des œufs qui se joue avec des œufs qu'on va mettre sous les aisselles et sous les genoux et on va danser autour d'une table. Voilà, donc des jeux qui sont un peu assez différents. Lui, je pense qu'il part vraiment d'une envie et il voit comment il peut la concrétiser. Donc peut-être qu'il y a, voilà, il y a c'est des étapes qui sont interchangeables entre
entre l'envie et le cadrage du projet. Les 2 étapes sont importantes, mais elles sont interchangeables. Ensuite, il y a cette étape d'idéation dont je parlais tout à l'heure, qui est de se dire: «OK, c'est quoi les grands éléments de mon jeu? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme constitutif à l'intérieur?» Donc en termes de matériel, de grands mécanismes thématiques, juste des grandes lignes, quoi. Et à partir de ça, on va être sur la création d'un premier prototype. Donc voilà, on sait pour qui on va faire et pourquoi, on sait vers où on va généralement. Là, il reste à créer le premier système qui est un premier qui va aboutir à un premier prototype qui soit vraiment format papier et crayon. On va dire, on va griffonner des cartes. Moi, dans mes ateliers, j'ai tendance à dire que on s'attache pas du tout au graphisme dans un premier temps. Et si on dessine un personnage sous forme de bonhomme bâton sur une carte découpée, mal découpée avec des ciseaux, bah, en fait, ça marche très bien pour un premier prototype, il y a pas de souci. Après, l'idée, c'est de pouvoir justement, faire tester ce premier prototype pour valider les grandes lignes du jeu et à partir de ça, de faire des boucles d'itération en disant: «OK, ça marche, ça marche pas, je vais améliorer le jeu au fur et à mesure» et donc petit à petit aboutir sur, des cartes du matériel de jeu qui va être un petit peu plus clair, un petit peu plus utilisable, des règles du jeu qui vont être plus affinées, avoir peut-être des règles additionnelles. Toutes ces choses-là, en fait, c'est des boucles, de progression et ensuite à partir de ça, l'idée, c'est de pouvoir étendre son spectre de tests. En général, moi, ce que je vais conseiller, c'est de faire des tests dans un premier temps auprès d'un public, proche, bienveillant, donc vraiment des personnes qui sont très proches, qui puissent justement, se rendre compte que même si un premier prototype est pas très bon, parce qu'en général, un premier proto marche pas très bien, hein, c'est normal. Même si le premier proto est pas très bon, bah, c'est pas grave, on va pouvoir faire des commentaires et le faire évoluer et hem et ensuite, au fur et à mesure des boucles, l'idée, ça va être de penser à la réalisation graphique, donc d'aller faire des fichiers, utilisant la suite Adobe ou tout autre outil de votre choix, pour vraiment concrétiser le jeu, avec toute une direction artistique, hein, qui est à penser, quand il commence à être temps. Donc quand on a quelques thèses derrière nous, on pense à la direction artistique ou vers où on va aller et puis à partir de ça, là, le jeu continue sa vie. C'est-à-dire que soit, quand on arrive à une version qu'on estime aboutie, donc c'est-à-dire qui va être, cohérente et intéressante en termes de mécanisme, qui va être bien implanté, dans sa réponse aux besoins. Donc si c'est un jeu de formation, le dispositif va être conçu en parallèle et cetera. On a notre produit là qui est bien fini. Qu'est-ce qu'on va en faire? Si on veut l'éditer, par exemple, l'idée, c'est d'aller voir différents éditeurs, d'essayer de les convaincre que notre jeu est vraiment génial et à partir de ça, il y a un travail éditorial qui commence, où la maison d'édition va dire: «OK, ton jeu a du potentiel, on va le développer ensemble, on va changer un certain nombre de choses». Alors la thématique souvent va passer à la casserole parce que les thématiques sont très dépendantes du marché, des besoins et cetera et ça les éditeurs le saisissent bien. Les mécaniques vont être un petit peu affinées. Ça va vivre sa vie aussi en salon. C'est-à-dire que plus les prototypes vont être aboutis, plus ils vont participer à des salons de jeux de société. Et puis, à un bout d'un moment, il faut le passer à la production. Donc, c'est-à-dire qu'il faut contacter des entreprises spécialisées dans la fabrication de jeux de société qui vont pouvoir fournir un certain nombre d'exemplaires en fonction du plan marketing qui a été conçu par l'éditeur et en fonction des réseaux de distribution et des distributeurs partenaires. Et à partir de ça, on le distribue, on le commercialise et là, sur le réseau commercial, le jeu a vécu son cycle de vie. Et il rencontre un énorme succès. Gigantesque. Des millions d'exemplaires. Voilà. Et alors du coup, plutôt par rapport à tes ateliers d'initiation, comment ça se passe concrètement? Alors, mon atelier standard, en fait, il va se passer en trois grandes étapes. Dans un premier temps, pour histoire de faire un peu office d'icebreaker, donc de brise-glace, faire en sorte que les participantes se connaissent un petit peu, entre autres, on va jouer à un premier jeu, hein, tout simplement. Donc on va sortir un jeu de société, traditionnellement utilisé dans le commerce, hein, pour jouer. Donc je présente un petit peu le jeu, je présente les règles, on fait une partie. Et à partir de ça, une fois que l'ambiance est un petit peu détendue, donc les gens ont été répartis par groupe, hein, pour jouer au jeu, on va les analyser avec un de mes outils qui s'appelle les Mechanic Art. Alors pour en parler brièvement, les Mechanic Art, c'est un outil, c'est un jeu de cartes
qui a pour objectif de catalyser la création de jeux de société. Donc c'est un jeu qui va décrire en fait ce qu'il va y avoir dans un jeu avec des grands traits. Donc qui va décrire les mécanismes d'un jeu. Est-ce qu'il y a du déplacement? Est-ce qu'il y a de la coopération? Est-ce qu'il y a du placement de matériel, de la programmation, etc. Ça va décrire les compétences. Donc est-ce qu'on va utiliser du bluff? Est-ce qu'on va faire preuve de logique, de calcul, etc. Et ça va décrire le matériel, pions, dés, plateaux, etc. Donc voilà, ça décompose les jeux de société en 3 grandes catégories, en 3 grands pôles: mécanismes, compétences et matériel. Et donc, l'idée, c'est qu'après avoir joué à un jeu dans mon atelier, on va le décomposer avec les mécaniques cartes. Ça va nous permettre d'avoir une prise de recul, une distanciation, en se disant: «Bon, bah, très bien, là, le jeu auquel on a joué, c'est un jeu qui est sympa, on a eu du plaisir, on a ressenti des choses différentes en y jouant, on a vécu une expérience». Parce que, voilà, le jeu est bien fait, donc l'expérience est intéressante. Et à partir de ça, en rentrant plus en détail, quels sont les mécanismes du jeu, quelles sont les thématiques, les compétences utilisées. Donc on va vraiment le décomposer avec les mécaniques cartes. Et là, il va souvent y avoir des désaccords entre les groupes parce qu'on va se questionner sur: «Ouais, mais ce jeu, est-ce qu'on a vraiment bluffé ou pas? Parce que là, quand même, les choix, ils étaient un peu simples». Et ça va permettre du coup de se poser des questions et de voir que la création d'un jeu, c'est un processus assez complexe duquel va émerger un produit sur lequel on sera même pas tous d'accord sur la nature exacte et sur l'expérience qu'on a vécue. Donc au final, voilà, ça permet déjà de se rendre compte d'une première chose, et ça me permet moi d'introduire cette notion d'expérience en disant que, bah, vous voyez, même avec un produit fini qu'on pense pouvoir décomposer de manière assez stricte, bah, finalement, en fonction de l'expérience qu'on a vécue, il y a des choses qui vont plus ou moins ressortir. Donc voilà, un jeu que j'aime bien, c'est Rumble in the House, donc qui est édité chez Flatline Games, et qui est un jeu qui est assez simple finalement, de découverte et d'usage, et dans lequel on va avoir des participants. En termes de règles, là, on a une maison et on a des bonhommes sur la maison, et à notre tour, on peut soit déplacer un bonhomme, soit en éjecter un de la maison. Et à la fin, il faut que nos bonhommes soient éjectés le plus tard possible, de manière très succincte. Et ce jeu, on peut y jouer de manière finalement très simple et irréfléchie, en déplaçant des bonhommes de manière un peu aléatoire parce que ça nous fait rire, ou alors vraiment essayer de prévoir ses coups 1 ou 2 tours à l'avance. Et là, on va avoir une carte comme la carte programmation qui va ressortir plus ou moins: ouais, mais est-ce qu'on a vraiment programmé des actions? Oui, non, etc. Donc voilà, ça c'est la première étape. On joue, on analyse. Ensuite, à partir de ça, une fois qu'on a notre analyse, on va reconstituer. Alors que je vais me proposer une mécanique carte supplémentaire à l'analyse, et je vais proposer au groupe de participants et de participantes de créer une nouvelle variante articulée autour de cette carte. Si on reprend l'exemple de Rumble in the House, par exemple, qui est un jeu purement compétitif, j'aime bien mettre la carte coopération, et qui permet de se dire: OK, comment est-ce qu'on change l'expérience de jeu pour que, maintenant, à partir de ce canevas, on puisse avoir de la coopération. Et comme on est sur quelque chose qui est déjà assez fini, assez fonctionnel, hein, on a quand même un jeu commercialisé, qui marche, on va avoir une base de départ qui va être forte, et ça va nous permettre de se lancer dans la partie, création de manière assez guidée, quoi. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour rajouter quelque chose à une expérience? Ben, on va rajouter de la coopération, comment est-ce qu'on fait, et cetera. Et ensuite, la dernière étape de l'atelier, c'est vraiment la partie création ex nihilo. Alors, ex nihilo, on crée jamais vraiment ex nihilo puisqu'on se base toujours sur des références et des compétences, hein, comme je disais tout à l'heure. Mais en tout cas, on va partir en fait d'une thématique. Alors, il y a plusieurs variantes, hein, mais on peut partir d'une thématique que je vais plus ou moins imposer à tous les groupes. Donc, je propose aux gens de se mettre en groupe de 3 ou 4 personnes, hein. À plus, ça peut devenir assez confusant en termes de dynamique de groupe. Je propose une thématique commune à tout le monde, je sais pas, genre forêt. OK, on va tous créer un jeu qui va parler de forêt. Alors ça peut être très, très large, hein, le thème forêt. À partir de ça, j'invite les groupes à brainstormer un petit peu autour du thème, c'est-à-dire qu'est-ce que ça évoque la forêt, donc d'élargir un peu la chose. En process d'idéation, c'est vraiment la partie, essayer d'ouvrir le scope au maximum pour voir le champ des possibles et voir où est-ce qu'on peut s'entendre, où est-ce qu'il y a une résonance entre nous au sein du groupe. Et à partir de ça, je vais donner une première mécanique art justement, de mécanisme généralement, qui va justement permettre de resserrer le sujet en fonction de ce qu'il va y avoir. Donc par exemple, si je reprends la carte, coopération, si jamais j'étais parti sur le thème forêt, je suis parti sur plein de choses différentes. Alors pourquoi pas un truc où on a,
je sais pas, des écureuils qui vont aller essayer de choper le plus de noisettes possible, ou alors des elfes qui vont essayer de repousser des nains ou j'en sais rien, des trucs très différents. Bah, avec la carte de mécanisme, on a une contrainte supplémentaire et vu que pour nous la contrainte, c'est ce qui fait naître la créativité, ça va nous permettre d'aller plus loin dans la création du jeu. Donc on affine, on resserre un peu suite à l'idéation grâce à cette mécanique art et à partir de ça, j'encourage les participants et participantes à partir sur, la création d'un premier prototype sur lequel moi je vais les accompagner et les faciliter et à partir de ça, en fin d'atelier, ils ont un prototype testable. Idéalement que les gens vont pouvoir tester, avec les autres groupes et si on est un peu short, au moins tester entre eux. Mais en général, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un premier proto testable pour avoir touché un petit peu au grand cycle de création. En tout cas, avoir eu les grandes lignes de tout ça. Est-ce que tu as quelques exemples comme ça en tête de jeux qui ont pu être créés lors des ateliers grâce aux Mechanic Art? J'ai pu voir un certain nombre de jeux. Alors, j'ai vu des jeux un peu de gestion de ressources dans lesquels on va avoir enfin, si par exemple, forêt, c'est une thématique que je vais pas mal prendre. On va avoir justement de la gestion d'écosystèmes de forêt dans lequel on va avoir des petits arbres ou des choses comme ça. Avec les enfants, j'ai pas mal de jeux de parcours. Donc des jeux justement où l'idée, enfin inspiré du jeu de loi et du Monopoly, mais sur lequel on va essayer de sortir un petit peu en se disant bon bah ouais, mais là il y a un mécanisme de gestion de ressources ou de majorité. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin? Ah ouais, du coup on pourrait avoir des choix, on pourrait avoir des parcours différenciés, etc. Je vais avoir des jeux aussi. J'utilise les mécaniques art dans des contextes étudiants. Alors ça, c'est un peu différent puisque c'est des écoles de game design dans lesquelles on va avoir plus de temps pour créer des jeux, pas uniquement un atelier de 3 heures, mais pour plusieurs séances successives, dans lesquelles on va avoir des jeux plus aboutis. Notamment là, il y avait un jeu que j'avais accompagné l'an dernier, dans lequel on allait jouer des espèces de sorciers dans un univers japonisant type 12e, 15e, 12e au 15e siècle dans lequel on va se battre entre nous avec des parchemins qui vont avoir des différents éléments qui vont se combiner entre eux, etc. Donc ça, c'était une mécanique art qui était basée sur la carte. Il y avait la carte draft dans un premier temps, comme dans Seven Wonders. Donc c'était le mécanisme de base sur lequel ils sont basés. Voilà, donc j'ai pu avoir aussi des jeux plus stratégie. Finalement, les jeux qui vont être créés vont vraiment beaucoup dépendre de la dynamique de groupe et de manière assez intéressante d'ailleurs. Ça m'arrive souvent d'avoir des publics qui sont assez core gamers, donc qui vont avoir une pratique de jeu de stratégie à l'allemande, etc., qui vont être assez cossus et qui vont potentiellement avoir du mal à être dans de la création de quelque chose de fonctionnel parce qu'ils vont avoir trop d'éléments en tête et l'idée c'est justement d'avoir un truc plus simplifié. Donc voilà, ça c'est ce vers quoi on mène les ateliers, c'est des prototypes assez divers au final que je peux avoir en tête. Les Mechanic Art, donc tu les utilises dans différents scénarios. Donc pour résumer, donc tu les utilises pour analyser, décomposer un jeu, pour en modifier un existant et pour en créer des nouveaux. Est-ce qu'il y a d'autres cas d'usage? Bah, on a dans le paquet de mécanique art qu'on a créé, quand on l'a commercialisé, on a pensé à quelques règles de jeu supplémentaires. Donc pour le coup, c'est vraiment une utilisation ludique, hein. On a pensé à une utilisation façon Shabada. En fait, quand on pioche par exemple, on pioche une mécanique art quelconque, et à partir de ça, tout le monde autour de la table, chacun son tour, doit citer un exemple de jeu déjà sorti qui utilise la mécanique art en question. Voilà, bon, ça peut être un petit usage un peu, soit soirée entre amis, entre personnes qui ont pas mal de jeux dans leur catalogue, on va dire. Ça, voilà, c'est des usages un peu ludiques comme ça, de détournement qu'on peut en faire. Après, sur quelque chose d'un peu plus basé autour de la conception, quand je parlais de la partie analyse et décomposition de l'existant, on peut partir sur effectivement rajouter une mécanique art pour ajouter une règle en plus, mais on peut faire aussi du soustractif. On peut très bien se dire qu'est-ce qui se passerait si on enlevait la composante d'identité secrète dans le loup-garou, par exemple. Ce serait intéressant comme
principe. Et l'idée, c'est de se dire, bah, comment est-ce qu'on peut faire une expérience intéressante en enlevant une des composantes importantes. Un autre scénario d'usage qu'on peut avoir, c'est pour analyser un prototype existant. C'est-à-dire, on est parti sur, on a un jeu qu'on est en train de créer, on essaye d'identifier quels sont les éléments un peu clés de ce jeu. On essaye de se dire, ok, bah, est-ce que le plus important, c'est que dans mon jeu, il y a de la gestion de ressources ou de la coopération ou de la programmation, je sais pas quoi. Eh ben, on va tout simplement étaler les différentes mécaniques art pour vraiment se dire, dans mon jeu, pour l'instant, qu'est-ce qu'il y a. Souvent, on va se rendre compte qu'il y a une carence forte en compétences et qu'en en fait, il y a beaucoup de gens qui vont pas avoir de compétences, de carte de compétences, ce qui est un peu dommage. Dans les scénarios d'usage, il y a un truc que moi j'aime bien dans l'analyse aussi, c'est dire que certaines cartes sont plus ou moins importantes que d'autres dans le jeu. Notamment ce que j'ai tendance à préconiser, c'est quand un groupe a des débats sur une carte, est-ce qu'elle est présente ou pas, ou alors qui pense qu'une carte est moins importante, c'est visuellement de la positionner à 90 degrés par rapport aux autres. Ce qui permet en fait de voir qu'il y a débat, il y a une complexité et il y a des composantes parfois utiles et parfois pas trop. Par exemple, dans le jeu Double, on va avoir la mémorisation qui va souvent être questionnée. Est-ce que en fait la mémorisation c'est utile? Est-ce que réussir à mémoriser tous les symboles de sa carte quand on l'a à un moment permet de plus focaliser sur la carte centrale, si on prend l'exemple du jeu où on a une carte centrale. Voilà, est-ce que ça va vraiment être important ou pas, ou est-ce que de toute façon il y a une surcharge cognitive et c'est plus très important de mémoriser parce que de toute façon en fait aucun humain n'est vraiment capable de faire ça. Ça permet de poser des questions et de poser des mots quelque part sur des incertitudes qu'on peut avoir. Alors, pour finir, quel conseil pourrais-tu donner à des personnes qui souhaitent créer des jeux de société? Le conseil que j'ai tendance à donner à mes étudiants et qui est valable pour tout le monde, c'est que si vous voulez vous lancer dans la création d'un jeu de société, le plus simple, c'est de créer un jeu de société. C'est-à-dire d'être, c'est extrêmement utile. Non, mais c'est vraiment d'être dans une logique de se dire, ok, allez, faites un prototype simple. Vous embêtez pas avec des graphismes et des illustrations. Dans certains cas, ça permet de catalyser la créativité et c'est très bien, mais le problème en fait de trop illustrer un jeu en amont, c'est que le jeu va changer énormément au fur et à mesure des tests, parfois vraiment beaucoup, et donc beaucoup de productions graphiques peuvent potentiellement partir complètement à la poubelle. Donc vraiment, concentrez-vous sur la partie expérience et par le mécanisme avant tout. Enfin, le mécanisme, la thématique, le nombre de joueurs, le temps de jeu, etc., mais pas la partie visuelle. Et vraiment, faites un prototype fonctionnel, testable, le plus vite possible. Et c'est vraiment, je pense, d'expérience, la première étape que la plupart des gens ont beaucoup de mal à passer. J'ai beaucoup de gens qui viennent vers moi en me disant: «J'ai une super idée de jeu, je pense que ça marcherait très bien». «Ouais, mais vous avez un truc testable?» «Ah bah non, pas du tout». Bah non, en fait, ça fonctionne vraiment pas. Donc vous, ayez pas peur, ayez pas honte. Dire, justement, Antoine Boza, dont je parlais tout à l'heure, me disait: «Bah, moi, quand je fais tester un prototype de jeu de société, au début, il est tout nul et les gens, mes amis vont trouver ça, pas terrible». Voilà, même un auteur qui n'a même plus à faire ses preuves tant il a fait de jeux, qui ont très bien fonctionné, a vraiment cette notion-là. Donc vraiment dépasser le principe de la honte, le principe de: «Ah bah non, mon jeu il est pas très bien» ou «Je veux qu'il soit parfait» et cetera. Non, non, allez-y. Faites un proto, testez-le, voyez ce que ça donne et à partir de ça, vous allez avoir plein de matière. Ça, c'est un premier conseil. Après, bah, c'est le conseil que je donnais tout à l'heure, c'est vraiment, réfléchir aux usages, au public, à cette notion de mon jeu, il va être pour qui? Il va servir à quoi? Qu'est-ce que je veux en faire? Est-ce que je veux le commercialiser? Voilà, c'est toutes ces notions-là. Et à partir de ça, vraiment, c'est en parler, aller rencontrer des joueurs, des éditeurs, des professionnels divers et variés, le présenter en salon et en festival si on veut le commercialiser ou même dans tous les cas. Parce que là, c'est vraiment l'étape où on va avoir du public qui va être là pour tester des prototypes, donc qui va souvent être assez aguerri, qu'on connaît pas, donc avec lequel on n'a pas de lien émotionnel, et qui va vraiment être en mode, ok, on te donne vraiment notre ressenti en bloc et tu vas voir ce que ça donne. Ça, c'est vraiment les conseils fondamentaux. Après, l'autre conseil que je peux donner, c'est vraiment faire des choses qui nous plaisent, être vraiment sur quelque chose
alors c'est un peu paradoxal par rapport à ma notion d'usage que j'ai dit tout à l'heure, mais si on arrive à faire quelque chose qui nous plaît à nous et qui arrive, à plaire aux joueurs et aux joueuses et qui répond vraiment à un besoin, je pense qu'on a tout gagné. Parce qu'on a vraiment de la stimulation de notre côté et on va aussi transmettre un peu cette passion, par notre création aux différentes personnes. Voilà, c'est les conseils dans les grandes lignes. Et aussi la notion de toujours garder, de toujours noter en fait tout, de faire un carnet de notes. Toutes les idées qu'on peut avoir lorsqu'on va créer un jeu, au début, on va avoir tout un tas d'idées supplémentaires. Tiens, dans mon jeu, il pourrait y avoir ça, machin. Bah, tout ça, en fait, le fait de les noter dans un coin de carnet, ça permet de plus avoir à y penser trop après. On se dire, ok, bon, bah, j'ai eu cette idée bon, je fais un jeu sur les transports en commun, pourquoi pas de la téléportation et des ovnis. Ok, bah, note-le quelque part et comme ça te permettra après de pouvoir y revenir ou pas en fonction de là où en sera ton jeu. Mais au moins, il y aura une trace écrite sur laquelle tu peux te référer après. Ok, merci. Bah, nous arrivons du coup aux dernières questions. Est-ce qu'il y a un jeu que tu aimerais nous recommander? Alors j'ai pas mal réfléchi. Il y a un jeu qui fait un certain bruit ces derniers temps, qui, pose certaines controverses, je pense, et que j'ai tendance à beaucoup recommander, c'est The Mind. The Hem, Mind, ouais. The Mind, ouais, donc The Mind qui, alors mince, j'ai peur de dire des bêtises. Je pense qu'il a été, à vérifier, mais nominé au Spiel, de 2018, mais il l'a pas remporté. Par contre, il a eu l'As d'or de Cannes. Donc, voilà, quand même, il est dans la catégorie des jeux primés. Et ce jeu, donc, pour rappel pour les auditeurs auditrices qui n'auraient pas les règles de The Mind en tête, The Mind, c'est un jeu dans lequel coopératif, tu joues globalement de 2 à 4, mais on peut jouer à plus, mais bon, faut pas le dire, dans lequel on va avoir des cartes numérotées de 1 à 100. Et l'objectif, en fait, ça va être, avec à peu près, non, avec zéro communication explicite, de poser nos cartes au centre dans le bon ordre. Donc, par exemple, moi, si j'ai la carte 1 et que mes partenaires ont la carte 47 et 100, ça va pas être très compliqué parce que moi, je vais instantanément poser la carte 1. La personne qui a la carte 47, bah, c'est pas trop que va avoir la troisième personne, donc va hésiter un peu, mais il y a un jour où il va poser la 47 et la dernière personne posera la 100 et on aura gagné. Et ça va se compliquer parce qu'au fur et à mesure, on aura plus de cartes en main, on en aura 2, 3, 4, 5. Et il y a cette notion de bah, quel est le bon moment pour poser la carte. Et sachant que c'est vraiment du non-verbal, c'est de l'hésitation, c'est du timing, c'est du décompte, c'est de l'estimation. Une des règles du jeu, c'est que quand on sent qu'on est plus synchronisé mentalement entre nous, on peut remettre notre main au centre, un peu comme dans une espèce de geste symbolique de communion. Alors ce qui est assez rigolo parce que on va avoir de la physicalité dans un jeu qui se veut très justement cérébral et minimaliste, donc c'est très drôle. Et voilà, donc ça permet effectivement de se resynchroniser, de se dire ok, bah où est-ce qu'on en est par rapport à ce qui a été posé, mais tout ça sans parler, sans communiquer, sans se faire des gros clins d'œil, sans tout ça. C'est vraiment Mhm. utilisation de connaissance de l'autre, de juste sortir une carte et commencer à la poser face cachée tout doucement, mais en fait on sait pas trop où en sont les autres. Et j'ai vraiment vécu des expériences, pour le coup là on parle d'expériences extrêmement fortes avec ce jeu alors que pourtant on est sur un jeu qui est extrêmement simple en termes de mécanisme, où on comprend même pas tout à fait complètement comment il fonctionne et c'est vraiment, très chouette. Voilà, j'étais entre ça et Pandémie Legacy et mais 2 jeux très différents, 2 salles, 2 ambiances, mais voilà. Ouais, The Mind, nous, on est bloqué au niveau 4 Ah oui? pour l'instant. Vous jouez à combien? À 3, on a joué à 3. À 3, ouais. Bah, c'est dur, hein, de dépasser le niveau 4 effectivement. Mais très bluffant, ouais. Ouais. Est-ce que tu connais une personne qui utilise le jeu dans son activité professionnelle et dont tu aimerais entendre le témoignage dans un prochain épisode? Alors, moi, j'ai pensé à 3 personnes, en particulier, donc je vais les citer assez rapide je peux les citer rapidement toutes les 3. Vas-y, vas-y. OK. Donc moi, j'avais pensé effectivement à Virginie Tac, du Ludilab en Belgique, à Bruxelles. Virginie qui, est médiatrice ludique, game designeuse et plein d'autres casquettes. Donc qui va, alors je pense à elle en particulier parce on a pas mal eu l'occasion d'interagir ces dernières années. Elle est très active sur plein de sujets et donc elle utilise les mécaniques art aussi avec une méthode un peu parallèle. D'ailleurs, oui, un petit point sur les mécaniques art. Non, je le dirai après ça. On va pas confuser. Donc voilà, Virginie, elle a une pratique, je
trouve voilà, qui est assez intéressante et qui est assez plurielle, donc c'est assez chouette. Je pense sur la partie comment est-ce qu'on va faire de la médiation avec différents publics, etc. Ça, c'est assez intéressant. Elle est aussi très investie dans la société des auteurs et autrices de jeux et dans aussi la représentation des femmes dans le milieu du jeu de société, qui pour le coup est un assez gros sujet vu qu'on a une proportion d'autrices qui est quand même assez faible dans le milieu. Mmh. Ça, c'est une première piste. Je pensais aussi à Michael Freudenthal, qui, pour le coup, travaille au CRI, donc le Centre de recherche interdisciplinaire. Ils sont plus à Montparnasse, ils sont à Paris, à Saint-Paul. Et du coup, lui, c'est un game designer qui va justement travailler sur l'utilisation du jeu comme dispositif de transmission et d'apprentissage. Donc il a travaillé sur un certain nombre de projets avec le CRI et notamment donc la division Game Lab du CRI ces dernières années, avec vraiment une notion de comment est-ce que je peux faire pour que le jeu soit un dispositif de transmission, de formation, d'apprentissage et accorde une certaine importance à tout ce qui est notion diégétique et extra-diégétique. Donc vraiment qu'est-ce qui est dans le jeu et qu'est-ce qui ne l'est pas, le jeu, le hors-jeu, le rôle du maître du jeu, du débriefing, etc. Enfin plein de choses super intéressante qui pourrait faire un autre épisode de podcast, Mmh. à n'en pas douter. Et très rapidement en dernier, du coup, il y a Clémence Guédan, qui est conceptrice d'escape game et médiatrice culturelle freelance, qui a travaillé qui était directrice de Epsilon Escape, donc plutôt sur le côté escape game. Donc on est un peu en dehors du jeu de société plateau traditionnel, mais justement l'escape game, alors dont j'ai très peu parlé là sur cet épisode parce que on peut pas parler de tout, mais c'est vraiment une autre forme de jeu de physicalité qui est extrêmement intéressante à analyser en création et en conception. Et voilà, du coup sa multicasquette médiation, conception, escape game, et comment est-ce qu'on peut faire pour justement être dans de la création d'une expérience sensorielle intéressante, ça pourrait aussi être assez chouette. Super. Si on veut faire un atelier d'initiation à la création de jeux de société, on toque à quelle porte? Alors, le plus simple, c'est directement de nous envoyer un message sur Prismatic, donc notre site web prismatic.fr avec un formulaire de contact. Pour l'instant, on propose des ateliers publics à Paris une fois tous les 2 mois, des ateliers publics payants. Après, on essaye d'en animer pas mal en médiathèque en fonction des demandes, mais souvent, ce qu'on préfère en fait comme modèle, c'est le modèle où on va avoir un interlocuteur tiers type médiathèque qui va nous proposer d'animer un atelier de création de jeux de société pour leur public. C'est-à-dire que nous, et ça permet souvent, la plupart du temps, et c'est ce qu'on apprécie justement, aux ateliers de création de jeux de société, de pouvoir être gratuit pour les participantes, vu que c'est la médiathèque qui va encaisser les charges dessus. Ça, c'est un modèle qu'on aime bien parce que ça permet justement d'aller vers une démocratisation du jeu. Et nous, Prismatic, c'est une société coopérative, on est économie sociale et solidaire, donc on aime bien essayer d'être dans de la transmission. Voilà, donc contactez-nous et je vous enverrai le lien vers les ateliers publics et sinon je vous dirai s'il y a des ateliers où on peut s'arranger, des fois on fait pour des anniversaires ou quoi. Voilà. Une petite question encore sur les mécaniques art. Comment est-ce qu'on peut se les procurer? Alors tout est résumé sur notre wiki des Mechanic Art. Donc pour ça c'est assez simple, il faut aller sur www.mechanicart.com ou .fr, ça marche aussi. Donc là, il y a un certain nombre de choses qu'on peut retrouver, donc notamment des exemples de décomposition et de recomposition de jeux existants, donc ça c'est plutôt chouette. Et surtout, on peut les retrouver en téléchargement et en impression, vu que les Mechanic Art, en fait, elles sont Creative Commons. Elles sont Creative Commons attribution non commerciale et share alike. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez les télécharger, les imprimer, les découper et les utiliser, juste à condition de citer Prismatic dans vos usages. Si vous en faites un usage commercial, faut nous demander avant la permission. Voilà, en fait, je suis assez flexible, mais voilà, ça nous permet d'avoir un suivi. Et si vous diffusez les Mechanic Art, faut pas rajouter des cartes, faut pas altérer les cartes existantes. C'est-à-dire, vous n'allez pas barrer la carte programmation et mettre banane à la place, quoi. C'est juste du bon sens.
Et si vous voulez des exemplaires physiques, ils sont aussi retrouvables sur mechanicart.com. Il y a un onglet «Comment se les procurer». Elles sont disponibles dans certaines boutiques physiques et en ligne. Donc voilà, sur Paris, elles sont à Robin des Jeux à Nation, au Nid à Saint-Martin, elles sont en ligne sur Philibert. Voilà, il y a plusieurs. On a quelques revendeurs par-ci par-là. Tout est sur mechanicart.com de toute façon. Ok. Et finalement, si les auditeurs ont encore des questions, où peuvent-ils te les poser? C'est pareil, le site de Prismatic fonctionne bien, contact@prismatic.fr, notre formulaire de contact. Voilà, autant on peut tout centraliser comme ça. Et puis voilà, comme ça, c'est généralement moi qui réponds aux mails, donc ça tombe plutôt bien. Super. Merci beaucoup Aurélien Lefrançois. Merci à toi pour l'invitation et le podcast. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode.